Allez, bonjour tout le monde. Allez, on va commencer. Bon, allez, bonjour tout le monde. Alors, voilà, donc... Alors, attendez que je me prépare. Bon. Allez. Voilà, donc, alors, au programme de la journée. Alors, donc d'abord, je vais corriger les exercices sur le chapitre B9 sur la dimension. Et après, je ferai le début du cours d'intégration. Alors, j'ai rendu actifs les liens là à 10 heures pour avoir tous les corrigés là, que je vais faire. Vous les avez déjà sur le site Prépa Bellevue. Le chapitre sur l'intégration, le poly, eh bien, si vous avez pu l'imprimer, tant mieux. Sinon, il faudra faire avec une feuille à part. De toute façon, c'est conseillé d'avoir une feuille à part parce qu'il y a beaucoup de figures, vous allez voir dans le cours sur l'intégration. Hein, alors, voilà. Et après, on fera des développements limités. Alors, les développements limités, ça, c'est vraiment du TD. Alors, je vais en corriger ce matin les exercices qui étaient à préparer. Et puis, alors, je vais essayer d'être un peu plus présent sur le TD cet après-midi, c'est-à-dire vraiment vous faire un corrigé, que vous puissiez suivre, où j'explique tout mon corrigé. C'est-à-dire que je vous mets le corrigé, il y est déjà. Hein, les exercices qu'il y a à faire en TD à chercher cet après-midi, il y en a qu'un en fait, il n'y a que 6 développements limités à chercher. Donc, je vous laisserai les chercher. Vers 14h30, je ferai un corrigé que j'expliquerai sur Discord. Voilà. J'espère que ça va vous convenir. Sinon, vous me dites, hein, n'hésitez pas toujours à me dire comment améliorer les méthodes. Hein. Voilà. Bon. En particulier, oui, pour l'école aussi, j'ai eu des demandes pour l'école, mais je ne peux pas faire comme Madame Coursol, c'est vraiment trop chronophage. Donc, je ne peux pas faire de colle. J'ai même pas mis d'exercice de colle là pour ne pas vous rajouter du travail. Vous avez déjà tous les exercices de TD et de cours à faire. C'est déjà bien. Hein. Voilà. Bon, aussi le devoir à la maison qui était à faire pour aujourd'hui, je le corrigerai jeudi. Hein. Voilà. Allez, donc, on commence par la correction des 3 exercices de cours. Alors, le premier, j'ai déjà expliqué, c'était déterminer le rang d'une famille de vecteurs. On a déjà fait. Allez, j'y vais. Je commence par corriger des exercices de cours. Donc, alors, passons donc à l'exercice 2. Voilà. Alors, c'est une application d'un théorème qu'on a vu donc il y a 2 semaines. Étant donné une base d'un espace vectoriel, voilà, vous avez un espace vectoriel R3 ici. Si vous en avez une base, et voici 3 vecteurs qui forment une base, alors il existe une et une seule application linéaire. Ah oui, vous avez une base avec 3 vecteurs de R3, et vous avez 3 éléments quelconques de R. Eh bien, il existe une et une seule application linéaire qui envoie chacun des éléments de la base sur chacun des 3 éléments donnés ici. Voilà. Alors, le théorème s'énonce rapidement en disant une application linéaire est uniquement déterminée par l'image d'une base. Voilà. Alors, vous voyez, donc, pour appliquer ce théorème, je vérifie que ces 3 vecteurs forment une base. On a maintenant, grâce à la dimension, une méthode un peu plus rapide. Il suffit de dire que c'est une famille libre. Ce n'est pas la peine de démontrer que c'est une famille génératrice. Parce que comme on a 3 vecteurs en dimension 3, c'est une famille libre maximale. Hein, il ne peut pas y avoir plus de 3 vecteurs d'une famille libre. Voilà. Alors, je démontre que cette famille est libre. C'est toujours relativement facile puisque c'est un système homogène. Voilà. Alors, il faut faire un peu astucieusement pour aller plus vite. Vous voyez, je fais L3 moins L2 là. L3 moins L2, comme ça met un 1 ici. Et puis là, je fais L2 moins L1. Voilà. Comme ça, après, j'ai plus qu'une opération à faire. Voilà. J'ai une opération à faire. Ça me fait lambda 3 égale 0, puis lambda 2 égale lambda 1. Voilà. Donc, on a démontré que la famille est libre.
Voilà. Elle contient 3 vecteurs R3 de dimension 3. C'est donc une famille maximale et donc c'est une base de R3. Voilà. Ça, hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement extrêmement pratique. C'est un peu... J'ai le surligné d'ailleurs. Voilà. Ça, hein. Oh, c'est pas joli ce que je fais. Bon, tant pis. Voilà. Ça, c'est une méthode vraiment rapide maintenant pour démontrer qu'on a une base avec les dimensions. Il suffit d'avoir une famille maximale. On n'a pas à démontrer qu'elle est génératrice. Voilà. Donc après, j'applique mon théorème ici. Une application linéaire uniquement déterminée par l'image d'une base. Or, vous avez 3 éléments de R, donc il existe une et une seule application linéaire qui envoie chacun des éléments sur ces 3 éléments choisis, là, 3, 5 et moins 2. Voilà. Après, pour calculer en toute généralité l'image d'un élément X, Y, Z, eh ben, c'est un peu de l'astuce. Alors, ça peut se faire par un système, hein, ça peut être résolu par un système. Voilà. Moi, je ne fais pas ça par un système. Vous voyez, je pars de l'hypothèse. Tout ça est vérifié. Hein, et je fais des opérations, par exemple, vous voyez, si je fais phi de celui-là moins phi de celui-là, vous voyez, phi de celui-là moins phi de celui-là, par linéarité, phi de u moins v, c'est phi de u moins phi de v, c'est phi de u moins v. Vous voyez, là, c'est la linéarité qui fait ça. Donc, l'image de ce vecteur, je l'obtiens comme ça. Après la soustraction de ces deux-là, j'obtiens l'image de ce vecteur, moins 7, vous voyez, moins 2, moins 5. Après, je fais la soustraction de ces deux-là, celui-là moins celui-là. Ça me fait le troisième vecteur de la base canonique, moins 7, moins 2. Après, du coup, celui-là, moins 2 fois celui-là. Vous voyez, celui-là, moins 2 fois celui-là. Ça me fait 2 plus 18, ça me fait 20. Donc, j'obtiens phi de 0, 1. Et enfin, celui-là, vous enlevez celui-là, vous enlevez celui-là, vous obtenez celui-là. 3, 3, moins celui-là, plus 9, moins 20. Pof, moins, non, 11. C'est ça, 3 moins 11, c'est moins. Et une fois que vous avez l'image des 3 vecteurs de la base canonique, que voici, eh bien, vous pouvez déduire l'image de n'importe quel vecteur. F de x, y, z. Ici, c'est x fois E1 plus y fois E2 plus z fois E3. Donc, ça vous donne ça par linéarité. Voilà. Et finalement, l'image d'un vecteur. Voilà. Donc, pour tout y, z, on obtient ça. Et alors, f de x, y, z égale moins 8x plus 20y moins 9z. Alors, c'est bien une application linéaire. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on peut vérifier le résultat de départ, après tout. Le résultat de départ, c'était que c'était l'unique application linéaire qui vérifiait ça. Donc, vous essayez 1, 1, 1. Moins 8 plus 20 moins 9. Ah bah oui, ça fait bien 3. Et 1, 2, 3. Donc là, il y a 40. Moins 27 plus moins 8. 13 moins 8, ça fait bien 5. 20 moins 27 moins 7. Non, là, vous avez 40 moins 27, ça fait 13. Voilà. 1, 3, 6, là vous avez 60, là vous avez 54, donc là il y a 6. Moins 8 plus 6, ça fait bien le moins 2 qui est là. Voilà pour cet exercice. Allez, exercice 3. Alors là, je donne une application linéaire. Ah, application du théorème Durand. Voilà, alors vous avez une application linéaire qui va de R4 dans R3. 3 composantes ici. Je ne demande pas de vérifier que l'application est linéaire, parce que bon, maintenant ça va. Mais comment on ferait? On dit qu'il y a 3 composantes. Chacune des composantes est de la forme AX. Alors comme c'est de R4, dans R, les composantes, c'est de la forme AX plus BY plus CZ plus T. À chaque fois, c'est AX plus BY plus CZ plus T. Donc ce sont 3 formes linéaires ici, donc ça fait une application linéaire. Hein. Donc je ne demande pas de démontrer que c'est linéaire. Par contre, je demande de calculer le noyau. Hein. Le noyau, c'est toujours plus simple que l'image, parce que c'est l'ensemble des vecteurs f de 0 et de R4 est égal au 0. Non, c'est f d'un élément de R4, c'est les éléments de R4 qui s'envoient sur 0. Voilà, donc ici, vous avez le 0 de R3. Donc ça vous fait que ce truc-là doit faire 0. Donc ça vous fait un système à résoudre. Allez, ça se fait. Hein, voilà la résolution.
solution, j'ai pas indiqué les étapes. Bon, on arrive à ça. Vous voyez, ça veut dire que comme il y a 4 inconnus, il y en a une qui devient une inconnue secondaire, le moins t, donc on exprime x, y, z. Alors en fait, le x, le y fait pas de 0, et z fait moins t. Donc le noyau, c'est les éléments qui vérifient ça, donc 0, 0, moins t, t. Donc c'est vecte de 0, 0, 1, moins 1, 1. Et ben voilà, donc le noyau est de dimension 1. Alors ça se justifie, c'est une famille libre, ce vecteur-là est non nul, donc il forme une famille libre qui engendre le noyau, donc c'est une base, et donc il y a une base avec un seul élément, donc le noyau est de dimension 1. Théorème Durand. Et voici la dimension du noyau plus la dimension de l'image est égale à la dimension de l'ensemble de départ. Le noyau est de dimension 1, donc l'image est de dimension 3. Et ben voilà, l'image est de dimension 3, or on est dans R3, donc c'est R3 tout entier, donc F est surjectif. Voilà, le théorème Durand nous montre que la dimension de l'image 3, donc l'image est incluse dans R3 puisqu'elle est dans l'ensemble d'arrivée, et elle a la même dimension. Et bien ça c'est un théorème, encore un théorème de sa dimension. Un F inclus dans G et F égale dimension de G, ça implique F égale G. Vous voyez, vous avez l'inclusion que dans un seul sens, mais vous avez l'égalité des dimensions, donc il y a l'égalité des espaces vecteurs. Et dire que l'image de F c'est R3 tout entier, ça veut exactement dire que... Voilà, vous voyez, donc ça, c'était une petite application du théorème Durand, qui nous a permis de vous démontrer l'application surjective avec un minimum de calcul. Hein, le seul calcul qu'on a fait, c'est récit d'un système linéaire homogène. Hein, et on a fait aussi 4 moins 1 égale 3. Voilà. Voilà. Théorème Durand. Et donc, effet surjective. Allez, on a fini les exercices de cours du chapitre B9. On va passer au TD sur le chapitre B9. Ce sera lundi prochain, dans une semaine. Hein, donc, à partir de lundi, on fera les exercices. Voilà. J'essaye de faire quand même plus de cours. J'avance plus vite dans le cours que dans le TD. Hein. Le but, c'est que quand on se retrouve, parce que j'espère bien qu'on va se retrouver un jour, je puisse faire des TD, quelques TD de révision de tout ce qu'on a fait comme ça par distance. Si je l'avance sur le cours, ça me permettra d'avoir plus de temps pour faire des TD. Hein, voilà. Voilà. Allez, donc, eh bien, on va commencer l'intégration maintenant. Allez, l'intégration. Voilà. Bon, si vous n'avez pas pu imprimer le poly, dans ce cas, vous prenez tout sur une feuille à part, tout ce que je vais rajouter. Voilà, parce que vous n'aurez pas la version complétée du poly, vous n'aurez que la version avec les trous, mais par contre, vous avez déjà disponible tous les compléments que je fais en plus, les démonstrations et les dessins, vous avez tout ça sur à part. Hein, et les passages en rouge qui sont complétés à chaque fois, ils n'y sont pas sur le dossier en plus. Hein. Voilà. Voilà, donc allez, nouveau chapitre, intégration. Alors, c'est un chapitre très important d'analyse. Hein. C'est vraiment à partir de là qu'on commence à pouvoir faire des choses très très fortes, qui est vraiment au niveau de difficulté, dans la continuité de tout ce qui précède. Vu qu'on a déjà fait le chapitre sur les calculs de primitives, d'ailleurs que je vais vous faire réviser, et le chapitre sur la dérivation, bon, bah, c'est vraiment la suite logique. Hein. Voilà. C'est la suite logique de l'analyse, intégration. Voilà. Alors, j'en ai déjà parlé de l'intégration. Hein. Regardez comme il est beau. Bon, enfin, il est jeune, là, Newton, c'est très rare. Les dessins, pardon, les photos de lui, c'est rare, oui, mais les peintures de lui jeune, c'est rare. En voici une. Donc, Newton et Leibniz, vous le savez déjà, sont ceux qui ont découvert conjointement la dérivation, l'intégration. Hein. Alors, c'est fin 17e. Voilà, c'était une révolution dans les maths. C'était par le point de départ de l'analyse. La continuité est arrivée quand même un petit peu après. Il leur manquait des choses vraiment, toutes les histoires d'epsilon et tout ça, c'est encore pas très précis pour eux. Ils n'avaient même pas d'exponentiel d'ailleurs, hein. C'est arrivé à la fin de leur vie l'exponentiel avec Euler. Hein. Mais quand même, bon, bah,
fait aussi des équations différentielles, des choses comme ça. C'est eux qui ont découvert tout ce dont je vais parler, mais la notion d'intégrale, c'est eux qui l'ont définie de primitive. Voilà. Mais après, l'intégrale est vraiment arrivée. La première définition rigoureuse d'une intégrale, en tant que surface, c'était compliqué de définir ce que ça voulait dire qu'une surface. C'est facile d'une surface d'un rectangle ou d'un cercle, mais une surface délimitée par une courbe, on n'avait pas de façon rigoureuse de la calculer en maths. Avant la définition de Riemann, très important Riemann, un grand mathématicien, vous avez peut-être déjà entendu parler de la fonction de zeta de Riemann, et bien ça n'a rien à voir. C'est bien le même, mais c'est un tout autre domaine, c'est de l'arithmétique, et il a fait des choses dans plusieurs domaines. Voilà. Hein. Donc la définition de l'intégrale que je donne dans ce chapitre, qui est au programme, donc, c'est l'intégrale de Riemann, la définition de l'intégrale de Riemann. C'est la première qui a été donnée. Elle a quelques imperfections, cette définition, qu'on ne peut pas encore comprendre en première année, mais qui ont été corrigées après par Lebesgue. Lebesgue, donc lui, c'est beaucoup plus tardif, c'est entre les deux guerres, il a inventé ce qu'on appelle l'intégrale de Lebesgue, qui est maintenant la nouvelle définition d'intégrale, qui généralise celle de Riemann, qui a des propriétés plus fortes. C'est des choses que l'on fait en L3 de maths. Hein. Voilà, l'intégrale de Lebesgue. Mais c'est pas au programme, de prépa, sauf un certain théorème, le théorème de convergence dominée qui est en deuxième année, que vous verrez en deuxième année. Hein. Voilà, mais en première année, on n'en parle pas de Lebesgue, mais sachez que nous, on étudie l'intégrale de Riemann, au sens de Riemann, mais il existe aussi des intégrales au sens de Lebesgue, au sens de Darboux, au sens de Stieltjes. Il y a d'autres mathématiciens qui ont défini différemment l'intégrale. Hein. Et maintenant, l'intégrale qui prédomine, c'est celle de Lebesgue. Allez. Alors, donc dans ce chapitre, je vais commencer par bien définir les intégrales, comment c'est défini, l'air sous la courbe, comment ça se définit. Vous voyez, il y a un théorème qui en fait hors programme, enfin bon, la démonstration est hors programme, mais le théorème, non. Après, on verra les propriétés de croissance, de la positivité, la linéarité, tout ça. Voilà, ça, on commencera. Enfin, aujourd'hui, ça. Somme de Riemann, eh bien, c'est une façon de voir cette émission. Et après, le théorème fondamental, maintenant, on va pouvoir le démontrer. On va le démontrer. Et à partir de maintenant, on va commencer à l'utiliser beaucoup. Voilà, le théorème fondamental. Et on termine. Ah non, et après, il y a la formule de Taylor avec reste intégrale. C'est une autre sorte de formule de Taylor. Au lieu d'avoir un petit O, on a une intégrale. On verra ça. Et intégrale des fonctions complexes. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, donc, vous avez le poly. Allez, le poly. Donc, définition intégrale. Alors, je vais commencer par définir les fonctions en escalier. Alors, fonction en escalier. Alors, avant de définir les fonctions en escalier, une fonction d'escalier, c'est une fonction qui est constante sur certains intervalles, qui est définie sur plusieurs intervalles et qui est constante sur chaque intervalle. Alors, d'abord, on définit ce que l'on appelle une subdivision d'un segment. Vous voyez, alors donc je rappelle, un segment, c'est un intervalle fermé borné, AB. Voilà, un segment AB avec on définit l'intégrale que sur les segments. En première année. En deuxième année, on définit ça sur des intervalles ouverts, même qui vont jusqu'à l'infini. Ça s'appelle l'intégrale généralisée. C'est du programme de deuxième année. En première année, vous ne pouvez avoir que des intégrales sur des intervalles fermés. Bon, c'est hein. Allez, donc déjà, une subdivision d'un segment, c'est un NUP de taille quelconque, de nombre croissant, qui part de Monsieur, A et qui arrive à... Oui, excusez-moi, vous pouvez remettre la définition précédente, s'il vous plaît? Merci. celle-ci. Oui, c'est bon, merci. Voilà, segment. Alors, donc une subdivision. Voilà, c'est ça, une subdivision. Alors, il va y avoir un dessin après hein, que vous allez pouvoir faire en bas de la page 1. Hein. Je vais vous montrer petit à petit. Bon, une subdivision, voilà, c'est ça, une subdivision. Voilà. Et une fonction en escalier, c'est que sur une certaine subdivision, elle est constante sur chaque intervalle. Il faut faire un dessin. Voilà. Et on dira que la subdivision est adaptée. Je vais y revenir. Allez, voilà. Donc, un segment. Alors, ça, c'est le dessin que vous devez faire en bas de la page 2. Voilà un segment. Voilà donc un segment. Et là, vous voyez, voici une subdivision à 6 éléments, en 5 segments. Voilà. C'est juste pour montrer. Enfin, en voici une autre d'ailleurs. Hein. Voici une autre subdivision.
du segment. Donc, alors je reviens à cette subdivision. Une fonction en escalier, en voici une. Vous voyez, le principe, c'est qu'elle est constante sur chaque segment. Donc, au point x2, bon, au point x2, vous voyez, on se fiche au point frontière de ce qui se passe, la fonction peut, et pas forcément continuer à gauche ni à droite. Bon, là, vous avez un point isolé, voilà. Et ce qui est important, c'est que sur chaque segment ouvert, la fonction soit constante. Alors évidemment, c'est plus simple si on prend ça comme ça. Voilà. Plus simple vu comme ça. Voilà, vous voyez, cette fonction en escalier, ça ne veut pas dire que ça monte ou ça descend, ça peut faire les deux, ça peut aller dans les deux sens. Voici un exemple de fonction en escalier. C'est une fonction qui n'est pas continue, mais il existe une subdivision telle qu'elle est constante sur tout segment de la subdivision. D'ailleurs, là, j'ai montré que j'ai rajouté j'ai mis un point en trop. Vous voyez, le point 3, il ne sert à rien. Parce que s'il existe une subdivision, on peut toujours ajouter des points et ça reste une subdivision. Hein, on dit qu'une subdivision est adaptée si elle convient, mais là, vous voyez, j'ai une subdivision qui est adaptée, mais en fait, le point x3, il est en trop. Vous voyez, il y a une subdivision minimale. Là, je n'ai pas pris la subdivision minimale puisque j'ai ajouté un point x3 pour vous montrer qu'on peut rajouter des points à une subdivision. Hein, pas la définition. La fonction est toujours en escalier. Voilà. Donc ça, c'est une fonction en escalier. Et alors, pourquoi on parle de fonction en escalier? Eh bien, c'est des fonctions pour lesquelles on sait définir l'intégrale facilement, puisque ce ne sont que des rectangles. Voilà. Hein, alors, voyez, alors là, j'ai rajouté ici les valeurs. Hein, donc, elle vaut y1, puis y2, puis y3 qui est égal à y4. Vous voyez, elle vaut y qui sur le segment, elle vaut yk sur le segment xk-1 xk. Donc, vous voyez qu'en fait, y3 et y4 sont égaux. Y4, c'est la valeur ici, égale y3, et après vous avez y5. Voilà. Et donc, je disais que, alors, non, je ne définis pas encore l'intégrale, mais ça va arriver après. Mais juste, je reviendrai à ce schéma. Mais j'ai appris un exemple. Vous avez une fonction en escalier évidente, c'est même celle qui ressemble le plus à un escalier, qui est la fonction partie entière. Alors, j'ai défini les fonctions en escalier sur un segment, hein, mais parce qu'on va intégrer que sur les segments. Mais donc, vous prenez n'importe quel segment, la fonction partie entière est en escalier. Vous voyez à quoi elle ressemble, la partie entière. La voici. Ça, c'est une fonction en escalier. Vous voyez, chaque point entier, elle est continue à droite, mais pas à gauche. Voilà, ça, c'est la fonction partie entière. C'est un exemple de fonction en escalier. Bon. Alors, avant de définir l'intégrale dans cette petite propriété, alors on ne va pas faire des exercices très théoriques là-dessus, mais je vous montre quand même les propriétés. Vous voyez, les combinaisons de fonctions d'escalier sont en escalier. Si vous ajoutez deux fonctions d'escalier, ça fait une fonction d'escalier. Si vous multipliez une fonction en escalier par un scalaire, ça fait une fonction d'escalier. Même si vous multipliez des fonctions d'escalier, ça fait des fonctions d'escalier. Bon, c'est pas très difficile. Vous voyez, je montre. Prenez pas ça en dessin, mais par exemple, si je prends deux fonctions en escalier, vous voyez, f et g, ce sont deux fonctions en escalier, toutes les deux. Alors, évidemment, elles n'ont pas la même subdivision. La subdivision qui est adaptée à chacune n'est pas les mêmes, qui est minimale. Vous voyez, là, vous avez une subdivision avec x1, x2, x3. Bon, voilà. Et celle-ci, la subdivision est différente. Mais il y a toujours moyen de trouver une subdivision qui est adaptée aux deux. Il suffit de prendre l'union des deux subdivisions. Vous voyez, pof. Vous voyez, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Voilà, et là, ça me fait une subdivision qui est adaptée à la fois à la fonction f et à la fonction g. Du coup, si vous faites la somme des deux, là, en vert, vous avez la somme des deux. Vous voyez, sur chaque segment, bah, c'est la somme des deux, c'est tout. Donc, elle est constante sur chaque segment. Sur chaque segment où les deux fonctions sont constantes, et bien la fonction f+g est constante. Après, il y a les points frontières, ça peut y avoir ce que ça vaut à chaque fois, mais on s'en fiche complètement des points frontières. Hein, et donc, ça, qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que la somme de deux fonctions en escalier est en escalier. Le produit, c'est exactement pareil. Multiplié par un scalaire, c'est encore plus simple. Hein. Voilà. Donc, cette petite remarque qui devrait être une proposition, hein, je ne la démontre pas. Bon. À démontrer rigoureusement ça. Voilà, mais bon. La somme de deux fonctions d'escalier est un escalier, le produit aussi. Allez. Donc, alors, ce que je disais, c'est que l'intégrale d'une fonction d'escalier est particulièrement simple à définir. Hein. C'est, on fait la somme des rectangles. Alors, notez bien cette définition. Vous voyez, alors, ce qu'on appelle l'intégrale de f sur i, sur le segment i,
c'est la somme des YK, c'est la hauteur, sachant que ça peut être négatif, attention, il n'y a pas de souci si YK est négatif, on compte ça négatif. Et XK moins XK moins 1, c'est la largeur de chacun des rectangles. Vous voyez, c'est la longueur des... Bon, alors, donc je disais, quand vous avez une fonction d'escalier, donc retour à la fonction d'escalier qu'on avait tout à l'heure en bas de la page 1, voilà, l'intégrale c'est tout bête, hein, c'est ça, quoi, c'est cette surface, c'est la somme de tous les rectangles. Hein. Toute cette surface rouge, ça, c'est à calculer pour une fonction d'escalier. Voilà. Alors, quand on voit cette définition, on peut avoir l'impression que ça dépend de la subdivision. Vous voyez, on a pris une subdivision adaptée à f. Hein, une subdivision adaptée à f, ça veut dire que sur chaque intervalle qui est ici, la fonction est constante. Donc on peut prendre une subdivision avec trop de points. Hein. Voilà, si on prend une subdivision avec trop de points, eh bien en fait, ça donne la même intégrale. Donc vous voyez, la définition là est correcte, parce que quelle que soit la subdivision qu'on prend, on obtiendra la même chose ici. C'est très facile à voir. Vous voyez, j'ai mon point x3 ici. Là, c'est un point en trou, il ne sert à rien. Mais si je prends cette subdivision avec x3, eh bien, ce rectangle-là plus ce rectangle-là, ça fait bien le grand rectangle ici, qui va de x2 à x4. Le fait d'avoir rajouté un point à la subdivision, ça ne change pas du tout la valeur de l'intégrale. Voyez, on fait y3 fois x3 moins x2, plus y4 qui est égal à x3 fois x4 moins x3, ça fait bien ce rectangle-là plus ce rectangle-là. Bon, on peut faire en facteur le y3 et la largeur. Voilà, donc ça ne dépend pas de la subdivision choisie. Si je mets des points trop dans la subdivision, l'intégrale est là. Donc c'est une définition rigoureuse, et donc maintenant on a défini pour les fonctions en escalier. Eh bien l'idée c'est qu'après quand vous avez une fonction quelconque, vous pouvez toujours l'approcher autant que vous voulez par des fonctions en escalier. Alors, voyez, on va arriver à la définition. En B, page 2, intégrale d'une fonction continue. Alors, on suppose qu'on a une fonction continue, sinon le théorème ne sera plus valable. Donc voici la définition de Riemann. Alors, il prend l'ensemble de toutes les fonctions en escalier qui sont en dessous de f. Il l'appelle grand E. L'ensemble de toutes les fonctions en escalier qui sont au-dessus de f. Bon. Eh bien, vous prenez les intégrales de toutes les fonctions en escalier, parce que là, c'est défini l'intégrale des fonctions en escalier qui sont dans Epsilon. L'ensemble de toutes ces intégrales 1, il y a une borne supérieure. C'est un ensemble qui est non vide majoré, donc il admet une borne supérieure. Et l'ensemble de toutes les intégrales des fonctions en escalier supérieures à f, et bien lui, il a une borne inférieure. Et bien, il se trouve que ces deux bornes sont égales. Et bien donc, on décrète que l'intégrale de f, c'est cette borne commune. Voilà, c'est la définition. Alors, je vous rassure, on n'utilise pas souvent, parce que très vite, on va arriver au théorème fondamental, et donc pour calculer une intégrale, évidemment, comme on fait grand f de b moins grand f de a. Heureusement, on a le théorème fondamental, mais ça, c'est une définition rigoureuse qui marche pour toute fonction continue. Comme ça, on sait que l'intégrale est définie. Voilà. Et on peut en déduire des propriétés. Donc, on appelle l'intégrale de f cette borne commune. Allez, alors on va faire le dessin, puis vous avez la place là pour faire un dessin. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà le dessin que j'attends. Allez, vous pouvez le recopier. Alors, juste, en voici une autre version, mais évidemment, vous n'allez pas faire celle-ci parce qu'elle est un peu plus lourde. Mais hein, on voit bien que vous avez ici en rouge, je fais des fonctions une fonction en escalier qui est plus petite que f, qui est en bleu, et en vert, une fonction en escalier qui est plus grande. Hein. Eh bien, là, j'ai pris des fonctions en escalier avec des subdivisions où il y a peu de points, donc qui sont largement en dessous et largement au-dessus. Mais on peut imaginer des fonctions en escalier avec beaucoup plus de points. Il y a un nombre infini de points, mais qui peut être très grand, évidemment. Hein. Et donc, on imagine bien qu'il y a une borne supérieure, voyez, quitte à prendre des extrêmement petits segments ici, pour les fonctions vertes et les fonctions rouges,
eh bien, on va pouvoir encadrer l'intégrale. Ça va converger vers l'intégrale. Hein, voilà. Alors, ce théorème, je vais en parler après, hein, mais il y a une démonstration qui est due à Riemann qui est assez délicate. Hein, pas au programme. Il y a le problème de MPSI parce qu'il faut les résultats sur la compacité, Bologne-Weierstrass et tout ça. Nous, on ne les a pas. Voilà. Hein, vous voyez bien le principe. Hein. Donc, vous avez une fonction en escalier en dessous et une fonction en escalier au-dessus. Et quand vous prenez l'ensemble de toutes les fonctions en escalier qui sont en dessous, eh bien, il y a une borne supérieure à cet ensemble. Et quand vous prenez l'ensemble des fonctions escalier qui sont au-dessus, ah non, quand vous prenez les intégrales des fonctions en escalier qui sont dessus, il y a une borne supérieure. Quand vous prenez les intégrales des fonctions en escalier qui sont dessus, il y a une borne inférieure. Deux bornes sont égales et ça tend vers un réel qu'on appelle intégral de f. Voilà, alors donc il faut imaginer, bien sûr, que voilà, donc fonction en escalier, il y a un nombre fini, une subdivision, il y a un nombre fini de points, mais ça peut être un nombre extrêmement grand. Hein, donc on peut imaginer ici que c'est bien microscopique. Et donc la surface rouge a une bande supérieure et la surface verte a une bande inférieure, et elles sont égales et ça donnera une définition. Alors je ne fais pas la démonstration, mais le principe c'est que, regardez, voilà ici une fonction en escalier plus petite et une fonction en escalier plus grande. La fonction f, dans mon hypothèse, elle est continue. La fonction f, dans mon hypothèse, elle est continue sur un segment AB. Je rappelle que l'image d'un segment par une fonction continue est un segment, donc ça veut dire qu'elle est bornée, qu'elle atteint ses bornes. Alors le fait qu'elle atteigne ses bornes, je ne l'utilise pas, mais elle est bornée. Ça veut dire qu'il y a un petit m qui est plus petit et un grand m qui est plus grand. Donc si vous prenez une fonction constante, c'est une fonction d'escalier particulière. Eh bien, il y a forcément au moins une fonction d'escalier qui est dessous et au moins une fonction d'escalier qui est dessus. Ce qui vous montre que l'ensemble de toutes les intégrales des fonctions d'escalier qui sont plus petites, il est non vide. Et pareil, l'ensemble de toutes les fonctions d'escalier qui sont plus grands, il est non vide. Bon. Ensuite, cette fonction qui est ici, elle est plus petite que f, donc elle est plus petite que la fonction qui est au-dessus. Donc ça vous montre que l'ensemble des intégrales des fonctions d'escalier qui sont plus petites est majoré par l'intégrale qui est ici. Donc ça vous montre que cet ensemble-là, de toutes les intégrales des fonctions d'escalier qui sont plus petites, il est non vide majoré. Et vous avez la propriété de la bande supérieure qui dit qu'à ce moment-là, il admet une bande supérieure. Voilà. De même, l'ensemble de toutes les intégrales des fonctions d'escalier qui sont au-dessus, il est non vide minoré, donc il admet une bande inférieure. Donc avec ça, on prouve que le premier ensemble admet une bande supérieure, le deuxième admet une bande inférieure. On en déduit assez facilement que la bande supérieure de celui du bas est plus petite que la bande inférieure de celui du haut. Il reste à prouver que les deux bandes sont égales. Donc, en fait, on démontre qu'à epsilon près, on se fixe un epsilon et on arrive à construire, grâce à un théorème qu'on n'a pas, on arrive à construire une fonction en escalier, deux fonctions en escalier, l'une plus petite, l'une plus grande, et que la différence entre les deux est plus petite que epsilon. Voilà. Ça c'est la partie délicate qu'on fait pas. Voilà. Allez, donc voilà pour ce dessin. Donc je reviens à la suite. Alors on appelle intégrale de f sur i la bande commune définie par le théorème. Voilà. Alors il y a plusieurs notations. La plus connue, évidemment, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est intégrale de a à b de f de t dt. Alors on va voir que le somme, il a une bonne raison d'être, mais on verra ça. Hein, je rappelle que le t est une variable muette. À la place, vous pouvez mettre f de x dx, f de u du, ce que vous voulez. Là, le t est une variable muette. Hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et d'ailleurs, pour faire simple, on peut faire intégrale de a à b de a à b de f. On peut ne pas mettre la variable. On a le droit si la fonction a un nom, bien sûr. Et attention, hein, quand on ne met pas le dt, dans ces cas-là, on ne met pas le d. Hein,
Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est l'intégrale de la fonction f de a à b. Comme la variable t est une variable limite, on peut s'en passer, du coup, on ne met pas le petit d. Voilà, donc ça, c'est une notation très concise, très pratique pour tous les résultats théoriques. Et puis l'intervalle AB, s'il a un nom, alors déjà on peut le marquer comme ça, hein, ça arrive, ça. Et puis on peut le mettre ici, l'intégrale de f sur i. Voilà, hein, bien comprendre ça, c'est la même chose que ça. Vous pouvez rajouter intégrale de AB de f de x dx, hein, si vous voulez. Bon. Alors, voilà. Alors, du coup, intuitivement, on comprend bien que c'est l'air sous la coupe. Ça correspond bien à l'intuition. Mais, du coup, évidemment, les parties où la fonction est négative seront comptées négativement. Hein, voilà. Donc, un dessin que vous avez à faire ici. L'intégrale de la fonction f. Il va y avoir une partie positive ici. Vous voyez, vous avez la fonction f qui est là. Et une partie négative ici. Alors là, on voit visuellement que la partie positive est plus grosse que la partie négative. Donc au total, l'intégrale va être positive, mais elle ne va pas être très grande. Hein, ça va être une relativement petite valeur, puisque celle-ci est composée par celle-ci. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça. Évidemment, quand on parle de surface, en fait, pour qu'il y ait une cohérence, il faut que les surfaces soient comptées négativement. Ça permet de faire une compatibilité avec l'addition. Hein. Sinon, comme ça, on peut faire soustraction de fonction et d'addition de fonction. Bon, il faut que les surfaces, on les compte négativement. Sinon, ce serait une intégrale de la valeur absolue. C'est plus compliqué. Ceci, bien sûr. Donc l'intégrale peut être négative, peut être nulle alors que la fonction est non nulle, etc. etc. Voilà. Allez, je continue. Allez, les propriétés. Alors, vous allez voir, on en a une qui demande une démonstration. Ah. Non, on en démontre deux vraiment, mais il y en a une qui demande une démonstration difficile. Tout le reste, c'est assez propriété. Allez, première propriété, bah, linéarité. Alors là, je vous l'ai écrite avec tous les écrits. Intégrale de l'anglais. Donc par encadrement, donc Monsieur, oui. bonjour. Je crois qu'il y a un problème avec votre micro. Ça grésille beaucoup là, je crois. Je pense que c'est pas que moi, je sais pas. C'est un peu mieux là. Oui. Là c'est normalement, ouais. Ouais, c'est parfait. C'est normal là. Ouais, là c'est bon. Ah, ça a changé. Bah, enfin, c'est-à-dire qu'au début c'était, enfin, au début du cours ça allait et tout d'un coup ça, je sais pas. Enfin là ça va en tout cas. Bon, écoute, redis-moi. Merci.
Alors, bon, voilà, donc linéarité de l'intégrale. Allez, on ne va pas démontrer, mais c'est une conséquence de la définition qui précède. Hein. Alors, en fait, pourquoi linéarité? Eh bien, c'est vraiment une application linéaire. Regardez, c'est l'application qui reçoit une fonction continue sur i, sur le segment i, et qui associe son intégrale. Donc, ça reçoit une fonction. Alors, ça c'est un espace vectoriel, on le sait, hein, la somme de deux fonctions, continue, etc. R est un espace vectoriel, donc ça reçoit une fonction et ça associe un réel. Et bien, cette application est linéaire. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est vraiment de la linéarité. Hein. Intégrale. L'image de lambda f plus mu g, c'est lambda fois l'image de f plus mu fois l'image de g. Hein. Vraiment une application linéaire, ça. Voilà. Hein, donc, on dit l'intégration est linéaire. L'intégrale est linéaire, on peut dire, mais c'est plutôt l'intégration qui est linéaire. Voilà. Hein. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous devez noter. Vous avez la place pour le noter, ça. En dessous de la remarque, hein, voilà, c'est la remarque. Je l'ai mis en remarque dessous. Moi. Julia, tu dis qu'on entend un mot sur deux. C'est mieux maintenant que j'ai changé ou pas? On vous entend très bien, monsieur, maintenant. D'accord, c'est bon, parfait. Bon, bah écoutez, redites-moi si ça se reproduit. Hein. Allez, voilà, donc linéarité d'intégrale. Allez, je passe à la suite. Croissance de l'intégrale. Alors, croissance de l'intégrale, donc... Ah oui, démonstration, on a mis croissance de l'intégrale. Alors voilà, il faudra faire attention. Hein. Donc, si vous avez une fonction qui est en dessous d'une autre, ça veut bien dire que sur tout le segment, dire qu'une fonction est plus petite que l'autre, sur tout le segment, f de t est plus petit que g de t. Alors, intégrale de f est plus petit que l'intégrale de g. C'est très naturel, c'est une inclusion d'R. Alors, attention, la relation d'ordre sur les fonctions, là. Vous pouvez avoir des fonctions qui se croisent, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où f est plus petite et des endroits où f est plus grande. Ça veut dire que la relation d'ordre sur l'ensemble des fonctions n'est pas totale. Vous ne pouvez pas toujours comparer f et g. Vous n'avez pas forcément soit f plus petit que g, soit f plus grand que g. Hein, si les fonctions se croisent, ça ne marchera pas. Mais bon, quand vous avez ça, donc f qui est plus petit que g, ça veut dire que pour tout t, f de t est plus petit que g de t, alors l'intégrale de f est plus petit que l'intégrale de g. Voilà. Je n'ai pas fait de dessin pour illustrer ça. Ça se comprend. Voilà, donc si il faudra bien quand on utilise mettre le pour tout t appartenant à AB sur, et donc du coup c'est intégrale de AB. Vous voyez là vous avez pour tout t cette inégalité, et alors que là c'est une inégalité de réel. Hein. Voilà, donc ça c'est la croissance. Et alors pourquoi croissance? Eh ben, c'est exactement ça, c'est pareil. C'est une application croissante, c'est que si x plus petit que y, alors f de x plus petit que f de y. Une application croissante. Hein, si x plus petit que y, alors f de x plus petit que f de y. Programme de seconde. Bon. Et bien donc là, vous prenez toujours la même application d'intégration. Si f plus petit que g, alors intégrale de f plus petit que intégrale de g. Vous voyez, c'est vraiment dire que cette application-là est croissante. Hein, ça conserve la relation d'ordre. C'est compatible avec la relation d'ordre. Voilà. C'est juste ce que f plus petit que g, c'est une définition pas si simple. Pour tout t appartenant à i, f de t plus petit que g. Voilà. Donc ça, vous pouvez le mettre dans la remarque en dessous. Bon. Petite démonstration là. Là, c'est plus simple. On sait que la fonction, voilà, si f est plus petit que g, ça veut dire que g moins f est plus grand que 0. Or, la fonction nulle, c'est une fonction constante, donc c'est une fonction en escalier. Comme c'est une fonction en escalier qui est en dessous de g moins f, bien voilà, l'intégrale de la fonction nulle qui est en escalier est plus petite que l'intégrale de g moins f, puisque là, c'est vraiment la définition, les fonctions d'escalier.
qui sont en dessous de g moins f ont toutes leur intégrale plus petite que celle-ci, puisque l'intégrale de g moins f, c'est la bande supérieure de l'ensemble des intégrales de toutes les fonctions d'escalier qui sont dessous. Voilà. Donc, vous avez ça. Et par linéarité, ça fait intégrale de g moins intégrale de f, qui est plus grande que 0. Donc, intégrale de f qui est plus petite qu'intégrale de g. Vous voyez, là, je donne la démonstration parce qu'elle est simple. Hein, comme 0 est une fonction d'escalier. Voilà. Allez, passons au théorème de positivité. Attention, alors ça ne veut pas dire que si f est positive, alors intégrale de f est positive, alors que ça c'est vrai. Si f est positive, alors intégrale de f est positive, c'est juste la croissance qui dit ça. F plus grand que 0 implique intégrale de f plus grande que l'intégrale de 0. Bon. Mais la positivité, c'est un théorème plus compliqué, qui dit que dans certains cas, quand l'intégrale est nulle, alors la fonction est nulle. Alors il faut faire attention, ce n'est pas toujours valable, bien sûr. Alors j'ai laissé un peu de place pour montrer des contre-exemples. Vous voyez, vous avez une fonction. Alors déjà, il faut que la fonction soit continue, sinon l'intégrale n'est pas définie. En fait, si pour les fonctions d'escalier, l'intégrale est définie. En fait, c'est pas continu. Bon, c'est pas grave. Il faut absolument que la fonction soit continue, sinon ça ne marchera pas. Et que la fonction soit positive, surtout. Voilà, vous avez une fonction qui est positive, qui est d'intégrale nulle, alors elle est nulle. C'est le théorème de positivité. Hein, alors en fait, c'est pareil si elle est négative. Si la fonction est que négative et l'intégrale nulle, alors elle est nulle. Donc en fait, comme corollaire, on a ça. Il suffit qu'elle soit deux signes constants et continus, ça marche. Bon. Et puis l'autre sens aussi est valable, du coup, d'ailleurs. L'autre sens, il est évident. Si f égale 0, alors intégrale de f égale 0. Voilà, donc là, j'ai rajouté l'autre sens dans le corollaire, mais la partie délicate, c'est vraiment ça. Hein, c'est ce qu'on va démontrer. Allez, alors vous avez la place pour mettre deux contre-exemples. Voilà, ça, alors c'est en fait un bout de fonction comme un cosinus, ça. Hein, voilà, voici une fonction qui est continue, dont l'intégrale est nulle. Bah, ça n'implique pas que f égale 0. Ce n'est pas la fonction nulle. Voilà. Parce qu'il manque une hypothèse. Il manque l'hypothèse f est positive. Voilà. Donc, il faut déjà qu'elle soit de signe constant. Donc, si f est positive et continue, l'intégrale nulle. Donc là, je vous montre qu'effectivement, si f est positive, ça ne risque pas de marcher. Vous pouvez avoir l'intégrale qui est nulle. Hein, ces deux parties sont les mêmes. Vous pouvez avoir en la même R. Vous pouvez avoir l'intégrale qui est nulle, et que ça n'implique pas forcément que f est égal à 0. Déjà. Donc, la positivité est indispensable. Deuxième contre-exemple. Voici une fonction pas continue, dont l'intégrale est nulle. Vous voyez, c'est une fonction en escalier qui est définie sur deux segments. Bon, manque de pôle, il y a un point, ou c'est pas nul. Donc, l'intégrale de cette fonction, c'est deux rectangles de hauteur nulle, donc l'intégrale est nulle. Mais ça n'implique pas que la fonction est nulle, puisqu'il y a un point où elle n'est pas nulle. Bon, c'est tout bête, hein, mais il faut que la fonction soit continue. Si la fonction n'est pas continue, ça ne marche pas, mon théorème. Il peut y avoir des points isolés de discontinuité où la fonction n'est pas nulle. Vous voyez, donc la continuité dans ce théorème est indispensable. Si elle est continue, forcément, ici, elle vaut 0, il n'y a pas le choix. Hein, voilà. D'ailleurs, vous allez bien voir dans la démonstration, la continuité est indispensable. C'est le point de départ de la démonstration. Hein, voilà. Donc, les deux contre-exemples. Voici une fonction qui ne respecte pas... Alors, à chaque fois, on a l'intégrale qui est nulle, mais elle ne respecte pas l'hypothèse f est positive, et elle ne respecte pas l'hypothèse f est continue. OK ? Alors, attention, je vais... la démonstration... vous avez la place de la marquer normalement, mais il y a un dessin à faire. C'est un dessin qui ne doit pas prendre énormément de place. Hein. Vous devez le faire tenir sur 2 cm et demi, 3 cm à tout casser. Je vous montre le dessin. Après, on va remarquer toute la démonstration, bien sûr. Voilà. Alors, donc, j'explique le principe. Le dessin va revenir, vous allez voir. D'ailleurs, le dessin, vous l'avez sur le fichier que je vous ai mis sur... ce dessin-là, vous l'avez sur le fichier que je vous ai mis sur Prépa Bellevue avec les compléments. Hein. Voilà. Donc, c'est ce théorème-là. Alors, démonstration. Quel est le principe de la démonstration ? On raisonne par l'absurde. Alors, on a une fonction continue dont l'intégrale est nulle, positive, continue, dont l'intégrale est nulle, et on suppose qu'elle n'est pas égale à 0. Mais si elle n'est pas égale à 0, ça veut dire qu'il y a au moins un point C où elle n'est pas nulle. Alors, comme elle est positive, ça veut dire qu'elle est strictement positive ici, en ce point. Donc, si elle est strictement positive, f de c strictement positive, on va prendre epsilon égale f de c sur 2. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est continue? Ça veut dire que si vous prenez tout voisinage de f de c,
eh bien, il existe un voisinage de C, tel que les images de tous les éléments de son voisinage sont dans le voisinage qui est là. Voilà, ça veut dire aux alentours de C, f est entièrement comprise dans l'intervalle f de c moins epsilon et f de c plus epsilon. C'est exactement la définition de la continuité, la toute première. Hein, aux alentours de C, f ne peut pas s'éloigner trop. Vous voyez, donc on prend f de c moins epsilon plus epsilon. J'ai fait exprès de prendre epsilon qui est égal à f de c sur 2. Voilà. Donc la fonction, vous voyez, il y a un petit intervalle, c moins eta, c plus eta, tel que la fonction est entièrement comprise dans l'intervalle qui est là. Bon. Du coup, vous voyez, la fonction elle est plus grande que f de c moins epsilon ici. Donc je vais pouvoir construire une fonction d'escalier, vous voyez, en rouge, qui est plus petite. Cette fonction d'escalier ici, la fonction g, là je m'en fiche, elle fait 0, mais sur l'intervalle c moins eta, c plus eta, elle vaut f de c moins epsilon, donc elle est plus petite. Et comme la hauteur ici, c'est strictement positif, le epsilon est strictement positif, et ici, le eta est strictement positif, il y a un tout petit rectangle ici, mais qui est non nul. Et f est au-dessus de la fonction. Et donc là, ça va prouver que l'intégrale de f est strictement positive. Elle a au moins ce petit carré rose là. Donc, et c'est une contradiction, on n'a plus que l'intégrale de f est nulle. Voilà. Voilà le principe de la démonstration. Vous voyez, il faut vraiment utiliser la continuité. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui est non nulle, il existe un point où elle est non nulle, mais par continuité, il y a un voisinage de ce point où elle est assez proche, et par exemple, elle est plus grande ici que f de c moins epsilon. Et comme on a pris epsilon égale f de c sur 2, le f de c moins epsilon, c'est la même chose que epsilon. Voilà. Allez. Alors, on va écrire ça. Ouh, pardon, je suis trompé. Il est ici. Voilà. Allez, la démonstration, elle va tenir en deux. Comme ça. Alors. Voilà. Allez, donc, on se donne donc une fonction continue et positive sur un segment AB. Oui, alors là, j'ai dit que c'était par contraposé. En fait, ça revient par l'absurde. Hein. On va démontrer que si elle est non nulle, alors son intégrale est non nulle. Par contraposé, si l'intégrale est nulle, alors la fonction est nulle. Évidemment, la fonction vérifie les hypothèses. Elle est continue et positive. Contraposé, c'est très proche de l'absurde. Hein. L'absurde, c'est qu'on suppose que le résultat... On suppose que les hypothèses sont toutes valables, c'est-à-dire que l'intégrale est nulle, mais on ne démontre pas l'absurde que si f est non nulle, alors on obtient une contradiction, ça revient au même. Bon, voilà. Donc là, on va prouver que si f est non nul, alors son intégrale est non nulle. Alors, on suppose qu'il existe un c tel que f de c différent de 0. Donc, à ce moment-là, f de c est positif, puisque f est positif. S'il est non nul, c'est qu'il est forcément strictement positif. Et on pose epsilon égale f de c sur 2. Alors, epsilon est strictement positif. Alors, donc, là, on écrit le fait qu'on ait la continuité. Alors voilà, vous faites le dessin, vous faites un point C ici à f de c, autour il y a f de c moins epsilon f de c plus epsilon. Alors f est continu en c, epsilon plus grand que 0, donc il existe état tel que, ça c'est exactement la définition de la continuité, la continuité. Pour tout x appartenant à i, x moins c plus petit que état implique f de x moins f de c plus petit que epsilon. Vous voyez, ça veut dire que x est dans l'intervalle c moins état, c plus état, que j'ai appelé v indice c parce que c'est un voisinage de c. Si x est là-dedans, alors f de x est entre c, f de c moins epsilon et f de c plus epsilon. Si x, la distance de x à c est plus
epsilon, donc si x appartient là-dedans, alors on a ça. En fait, on utilise juste le fait que f de x moins f de c est plus grand que f de c moins c sur 2, ce qui fait qu'il est plus grand ici. Alors, donc, on a donc que sur cet intervalle-là, f de x est plus grand que f de c sur 2, qui, je rappelle, f de c sur 2 est strictement positif. Donc, je définis une fonction g. Alors, elle est bien escalée puisqu'elle est constante sur 2 segments. Sur ce segment-là, sur 3 segments, sur ce segment-là, elle est constante égale à f de c sur 2, vous la voyez là. Et sur les autres segments, elle est égale à 0. Donc, vous avez une fonction g qui est inférieure ou égale à f. Voilà. Puisque f est positive, donc ici, elle est toujours plus grande que 0. Et sur l'intervalle qui est là, f est plus grande que ça. Donc, on a bien une fonction g qui est en dessous de f. Voilà. Donc, par croissance, comme g est plus petit que f, alors l'intégrale de g est plus petit que l'intégrale de f. Et l'intégrale de g, vous voyez, sa largeur, c'est 2 fois état. Ici. État, dans la définition de la continuité, il est strictement positif. Donc, intégrale de g de largeur est 2 fois ici. Et la hauteur, eh bien, c'est f de c sur 2. Et f de c est strictement positif. Donc, il a une hauteur et une largeur strictement positive. Donc, il a un volume ici, une aire strictement positive. Donc, ça, c'est strictement positif. Donc, f de x est strictement plus grand que 0. Voilà. Intégrale de a b de f est strictement positive. Et donc, elle n'est pas nulle. OK? Alors, j'ai rajouté un petit complément. L'intégrale de g, voilà, c'est f de c moins epsilon, c'est f de c sur 2. Attends, je prends bien un peu. Fois, voilà, là c'est la hauteur, là c'est la largeur. Donc ça fait état fois f de c, état et f de c sont non nuls, donc ça c'est non nul. J'ai pas pu marquer ça dans la démonstration parce que il est possible que le c il soit tout au bord ici, soit très proche de a par exemple. Et à ce moment-là, l'intervalle ici, ce ne sera pas c moins état, c plus état, ça ira de a à c plus état. Donc la largeur peut être plus petite que état ici, vous voyez. Mais elle est tout le temps strictement positive parce qu'en fait, vous pouvez toujours, quitte à réduire état, mais il restera strictement positif parce que l'intervalle AB est non nul et non réduit à un point. Donc, il y aura toujours une des deux moitiés de ce rectangle. Donc, en fait, elle est toujours strictement positive. Dans tous les cas, bon, voilà, la largeur du rectangle, même s'il est au bord ici, elle est toujours strictement positive. Dans la démonstration, je n'avais pas envie de chipoter avec ça. Hein. J'ai juste dit l'intégrale du rectangle est non nulle. Voilà. Mais en tout cas, elle est toujours strictement positive. Voilà. Donc, voilà. Pour être vraiment précis, il faudrait dire ça. Hein. Voilà. Donc, dans cette démonstration, ici, j'ai juste dit g est strictement positif, l'intégrale de g. Je n'ai pas dit qu'elle est égale à ça parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est le cas à condition que f de c soit suffisamment éloigné de a et de b. Que c soit suffisamment éloigné de a et de b. Voilà. Allez. Alors, on reprend. Voilà, donc allez, ça c'est bon, c'est démontré. Propriété suivante. Très important. Inégalité triangulaire. Bon, hein, aucune difficulté, hein, je vous rassure. Pourquoi c'est l'inégalité triangulaire? Eh bien, c'est parce que l'inégalité triangulaire, c'est l'inégalité qui vous dit que
Le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Bon, quel rapport? Eh bien, au niveau des complexes, c'est intégral, c'est somme. Non, c'est module de z plus z prime plus petit que module de z plus module de z prime. Si vous vous rappelez bien, quand on fait z et on fait z prime, on fait z plus z prime, ça fait un triangle. On met z, au bout on met z prime et ça fait le triangle. Le z plus z prime, ça fait le troisième côté du triangle. Et donc, le module de z plus z prime, qui est la longueur du troisième côté, est plus petit que le module de z plus le module de z prime, qui sont les longueurs des deux autres. Bon. Donc, ça veut dire module de z plus z prime est plus petit que le module de z plus le module de z prime. Ce qui peut s'écrire que le module de la somme est plus petit que la somme des modules. Le module de la somme est plus petit que la somme des modules. Alors, avec des réels, ça fait la valeur absolue de la somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. Et bien là, c'est exactement la même chose parce que c'est une somme. La valeur absolue de la somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. Vous voyez? Donc, par analogie, on appelle ça l'inégalité triangulaire, mais il n'y a absolument pas de triangle là derrière. Hein, voilà, par analogie, avec les réels ou les complexes, c'est la valeur absolue de x plus y était plus petit que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et la valeur absolue d'une somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. Parce que quand vous faites la valeur absolue d'une somme, il peut y avoir des positifs et des négatifs qui se compensent, alors que quand vous faites la somme des valeurs absolues, ils sont tous comptés en positif. Hein, voilà. Alors, j'ai pas laissé de place pour faire un dessin, mais voilà. Comment ça se comprend ça? Vous avez une fonction f. Alors, si vous avez une fonction f, évidemment, alors si f est que positive, voilà, si f est positive, l'intégrale est positive, donc la valeur absolue, vous pouvez l'enlever. Et ici, pareil, vous pouvez enlever la valeur absolue. C'est une égalité, ça, si f est positive. Voilà. Pareil, si f est négative uniquement, vous aurez une intégrale négative qui sera, quand on prendra la valeur absolue, ce sera moins cette intégrale, il y aura une égalité ici. Voilà. Mais le cas où f est à la fois positive et négative, parfois positive, parfois négative, le voici. Quand vous prenez l'intégrale de f, vous avez les deux parties qui se compensent. Ça fait l'intégrale qui est un réel plus petit que la surface totale. Alors que si vous prenez la valeur absolue de f, vous voyez là j'ai pris la fonction valeur absolue de f, regardez. Elle passe ici, elle est positive donc elle est égale à f, et là par contre elle est de l'autre côté. Bon, et bien si vous prenez l'intégrale de la valeur absolue, c'est toute cette surface-là plus toute cette surface-là, ça va être plus gros que si vous prenez la surface ici positive, à laquelle on enlève ça. Vous voyez, bien entendu. Ça va faire quelque chose de plus intégral de f, même en prenant en valeur absolue, ça va être plus petit que l'intégrale de la valeur absolue de f. Voilà, ça se voit comme ça. Allez. Démonstration. Bon, voilà, plus dur. Voilà. Ah oui, c'est plus rapide. Bon, alors, quand vous prenez n'importe quel réel, x, il est entre valeur absolue de x et moins valeur absolue de x. C'est tout bête. C'est même une égalité qui est soit là, soit là. Vous prenez x égale 4, et ben, il est entre 4 et moins 4. Si vous prenez x égale moins 4, ben, il est entre 4 et moins 4 aussi. Hein, tout réel est entre sa valeur absolue et moins sa valeur absolue. Voilà. Bon, ben, j'intègre. Par croissance de l'intégrale, intégrale de ça plus petit qu'intégrale de ça plus petit qu'intégrale de ça. Vous voyez, j'ai bien fait attention à mettre le pour tout t appartenant à AB. Hein. Pour appliquer la croissance de l'intégrale, il faut être sûr que c'est valable pour tout t appartenant à AB. Hein. Donc j'ai bien fait attention à mettre ce truc-là. Mettez-le bien. Hein. Pour tout t à AB, on a cette relation d'ordre. Donc on intègre par croissance. Alors pourquoi j'ai dit par linéarité aussi? Parce que là, vous avez l'intégrale de moins valeur absolue, donc j'ai sorti le moins. Donc j'ai dit par linéarité uniquement parce que j'ai sorti le moins ici. Hein. Là, il n'y a que là que j'ai utilisé la linéarité.
Voilà, donc l'intégrale de f et l'intégrale de valeur absolue. Voilà. Et bien là, vous retrouvez quasiment la même chose que ça, c'est-à-dire que vous avez lui qui est entre ce machin et moins ce machin. Quand vous avez un x qui est entre a et moins a, avec a positif, ça veut dire que la valeur absolue de x est plus petit que a. Voyez, vous avez x plus petit que a, plus grand que moins a, qui implique évidemment a positif, parce qu'il y a moins a plus petit que a. Et donc ça implique que valeur absolue de x est plus petit que a. Voyez, si x est compris entre a et moins a, ça implique que valeur absolue de x est plus petit que a. Voilà, valeur absolue de x qui est ici, plus petit que a. OK? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette démonstration est vraiment très simple, alors que quand on va la faire avec les complexes, bah, c'est une des démonstrations les plus difficiles de. Non, quand même pas du chapitre, j'allais dire, mais si, quasiment. Hein, que ça, avec les complexes, ça va être valable aussi. Module de l'intégrale est plus petit que l'intégrale du module. C'est la toute dernière démonstration du chapitre. Vous allez voir, c'est autre chose. Voilà, pour le module, c'est vraiment difficile. D'ailleurs, c'est équivalent à une égalité d'accroissement fini. Bon. Allez, donc on a démontré ça. Allez, pour finir le chapitre, j'ai juste la relation de Charles. Voilà, allez, c'est démontré. Allez, exercice que je ne donne pas pour demain. En fait, il y aura 3 exercices pour vendredi. Hein. Je donnerai 2 autres exercices demain. Vous pouvez déjà le faire dès maintenant si vous voulez, mais je corrigerai les vendredis. C'est très classique. C'est vraiment les choses que vous faites tout le temps à partir de maintenant et puis beaucoup l'année prochaine. Apprendre à majorer des intégrales. Comment on fait pour majorer une intégrale? Ça va nous permettre. Pardon. Ça va nous permettre d'avoir la limite. Vous avez une suite définie par les intégrales. Vous voyez, ça dépend de n. Attention, quand il va commencer à y avoir plusieurs variables, le dt est vraiment indispensable. On sache que la variable c'est ici. Voilà, vous allez voir qu'on va pouvoir dire que n tend vers 0 à partir de ça. Alors, c'est une intégrale qui vient pas de n'importe où, elle vient de la formule de Taylor, mais enfin bon, ça c'est pas grave pour l'instant. Vous avez donc cette suite d'intégrales. Et ben, on veut la majorer, donc la valeur absolue de un, c'est la valeur absolue de tout ça. Donc, on commence toujours par appliquer l'inégalité triangulaire. Très souvent, on commence par appliquer l'inégalité triangulaire. Puis, je peux vous le dire, après, il suffira de dire que. Parce que, hors de question de calculer cette intégrale, on ne sait pas faire. Bon. Mais, par contre, cosinus t est plus petit que 1 en valeur absolue. Donc, voilà, donc on va dire que on va majorer par cosinus t. Cosinus t par 1, donc on va majorer par ça. Et ça, on sait calculer l'intégrale de ce truc-là. On va obtenir quelque chose comme ça. Et puis voilà. Hein, voilà, donc essayez de bien faire rigoureusement. C'est un exercice assez technique, quoi, mais pas très difficile. Mais c'est pour vendredi. Hein. Allez. Ensuite, alors bon, jusqu'ici, vous avez certainement remarqué que je n'ai fait que des intégrales de A à B. Enfin, j'ai supposé au début que A est plus petit que B. Mais vous avez tout à fait le droit de parler d'intégrale de 0 à moins 1, par exemple. C'est défini. C'est juste que c'est l'inverse de l'intégrale de moins 1 à 0. Les intégrales n'ont été définies que lorsque A est plus petit que B. Et en fait, maintenant, j'étends au cas où A est plus grand que B en disant, donc c'est une nouvelle définition, c'est la suite de la définition d'intégrale de tout à l'heure, c'est que l'intégrale de A à B, si A est plus grand que B, c'est moins l'intégrale de B. Et puis on n'en parle plus. Vous voyez, donc elle peut être négative alors que la fonction est positive si les bornes sont inversées. Hein, voilà, une définition. Et après, comme conséquence, vous avez la relation de Charles. Alors la relation de Charles, intégrale de A à C, c'est intégrale de A à B plus intégrale de B à C. Elle est évidente lorsque A est plus petit que B et qui est plus petit que C, mais elle marche tout le temps, quel que soit l'ordre de ABC. Hein, voilà. Elle marche même, et ça je vais vous le montrer. Hein. Alors vous pouvez, je ne sais pas si j'ai laissé la place dans la démonstration, mais en fait je ne vais pas les faire tous les cas, je vais juste vous montrer pourquoi ça marche. Hein, pourquoi est-ce qu'elle marche dans tous les cas. Alors, vous voyez, ça c'est le cas évident. A plus petit que B, A plus petit que B, plus petit que C. Bon, si vous faites l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à C,
ça fait l'intégrale de A à C. Ça se voit au niveau des surfaces et ça se démontre facilement avec la définition en disant que si on prend les fonctions d'escalier qui sont plus petites sur AB et qu'on les complète avec les fonctions d'escalier qui sont plus petites sur BC, ça fait une fonction en escalier plus petite que F sur AC, etc., etc. Enfin, ça se démontre avec la définition. Mais bon, voilà, là c'est évident. Intégrale de A à C, c'est intégrale de AB plus intégrale de B à C. Mais qu'est-ce qui se passe si le point C, par exemple, il est plus petit que B? Eh bien, l'intégrale de A à C, c'est l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à C, puisque l'intégrale de B à C est négative. Donc on enlève cette partie-là. Voilà. Et en fait, bon, c'est pas extrêmement important de prendre, mais si je vous le montre quand même, je le montre. Alors, bon, donc, je disais, donc le cas ABC est clair, les autres cas sont déduits. Par exemple, prenons le cas où A plus petit que C plus petit que B, qui est le cas que j'ai ici. Voilà. Alors, comme A plus petit que C plus petit que B, vous avez déjà le cas qui est clair que je disais. Comme A plus petit que B, C plus petit que B, c'est que ça fait intégrale de A à B, qui est égale à intégrale de A à C, plus intégrale de C à B. Vous voyez, intégrale de A à C, plus intégrale de C à B. Ça, c'est le cas qui est clair, qui est évident. Et bien, en fait, on va en déduire ce qu'on veut. Parce que lui, vous le passez de l'autre côté, vous voyez, ça fait qu'intégrale de A à C qui est là, c'est l'intégrale de A à B, moins cette intégrale-là. Or, moins une intégrale, eh ben, il suffit d'inverser le B et le C. Moins intégrale de C à B, c'est plus intégrale de B à C. Ben voilà. Et donc, on obtient exactement la relation de Charles dans le cas où ils sont ordonnés comme ça. Donc, quel que soit l'ordre de A, B, C, on peut toujours écrire une relation de Charles. On écrit celle qui est triviale du début, et puis on passe tout du bon côté, et on aboutira toujours à intégrale de A à C est égale à intégrale de AB plus intégrale de B à C. Voilà. Hein, alors, il faudrait faire 6 cas. A plus petit que B plus petit que C, c'est le cas évident, mais il y a 5 autres cas. Là, j'en ai fait un, il y en a 4 autres. Il y a B plus petit que A plus petit que C, B plus petit que, etc., etc. Et chacun des cas, bon, c'est immédiat à vérifier. On arrive tout le temps à la vraie relation de Charles. Intégrale de A, C est égal à intégrale de AB plus intégrale de B à C. Vous ne cherchez pas à savoir quels sont l'ordre de A, B. Ça marche. Ça, c'est pratique. Allez. Voilà, bon, donc ça c'est démontré. Alors, voilà, petite remarque, alors il faudra faire quand même très attention, enfin un peu attention, bon, les pièges plastique courant, mais ça peut arriver. L'inégalité triangulaire et les croissances intégrales, ça marche que si A est plus petit que B, voilà. Hein, ça, si F est plus petit que G, alors intégrale de F est plus petit que intégrale de G. Ça ne marche que parce que l'intervalle AB est dans le bon sens. Il faut faire attention, il faut qu'il y ait A plus petit que B aussi. Du coup, comme je l'ai énoncé sans A plus petit que B, on a tendance des fois à faire piéger et à oublier de vérifier. Mais si vous avez ici, vous mettez de 0 à x et que x est négatif, ça ne marche plus. Voilà, il faut faire attention pour ça, pour la croissance. Ouais. Donc, il faut que A soit plus petit que B. Et pareil pour ça. Si A est plus grand que B, là, vous avez une intégrale négative. Fonction positive avec A plus grand que B, ça fait une intégrale négative, donc c'est pas possible. Voilà. Ça, pareil, ça ne marche que si A est plus petit que B. Alors, c'est pour cette raison qu'on essaye d'écrire les intégrales dans le bon sens. Quand il y a marqué intégrale de 2 à 1, vous ne trimballez pas intégrale de 2 à 1 partout. Vous remplacez par moins intégrale de 1 à 2. C'est mieux. Voyez, on essaie d'écrire l'intégrale dans le bon. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le théorème fondamental, on va souvent avoir intégrale de 0 à x, avec x positif ou négatif. Donc celle-ci, on est obligé de la laisser comme ça. Donc il ne faut pas oublier que le x peut être négatif, auquel cas ça va être négatif, etc., etc. Vous voyez, intégrale de 0 à x, on ne sait pas, par défaut, le placer dans le bon sens. Vous aurez même des exemples avec intégrale de x à x carré. Alors là, ça dépend. Est-ce que x est plus grand que x carré? Ça dépend si x est plus grand que 1 ou pas. Enfin, il faudra faire attention. Voilà. Donc en général, on essaie d'écrire l'intégrale dans le bon sens. Enfin, vous voyez, intégrale de
de 3 à 7, non, intégrale de 7 à 3, ben, on n'écrit pas intégrale de 7 à 3, on met moins intégrale de 3 à 7, plus simple. Ça évite de se tromper, hein, de faire des fautes de signes. Voilà. Mais des fois, on ne peut pas. Voilà, c'est à cause de ça. C'est l'histoire d'ordre, là, la croissance, l'inégalité triangulaire, il faut que ce soit dans le bon sens. Ok. Allez, j'arrête le cours là pour aujourd'hui. Bon, c'est bien si vous avez compris la définition, etc. Mais je dis encore une fois, on n'utilisera pas souvent ça. On utilise tout le temps, c'est la croissance, c'est la linéarité, c'est l'inégalité triangulaire, des choses comme ça, on utilise tout le temps. C'est plus les propriétés qu'on utilise. Alors, demain, on verra, alors n'oubliez pas vos crayons de couleur, hein, parce qu'on va faire un dessin. Il y a les sommes de Riemann en particulier, c'est des dessins. Si vous voulez vous avancer les faire avant, vous pouvez, hein, ils sont sur Prépa Bellevue, j'ai mis tout le document. Encore une fois, tout ce document-là, il est sur Prépa Bellevue. Voilà. Ah, mais non, il n'y a pas les dessins, pardon. Zut. Non, les dessins, ils sont pris sur le diaporama. Bon, bah écoutez, si vous voulez, n'hésitez pas à me demander le diaporama si vous voulez. Dans le diaporama, il y a des dessins qu'on va faire demain. Voilà. Bon. Voilà. Donc, on fera ça, donc les intégrales de Riemann, donc les sommes de Riemann demain. Et on fera le début du théorème fondamental, la démonstration du théorème fondamental. Voilà. Voilà. Donc, on arrête le cours pour aujourd'hui, sauf qu'on va corriger les exercices de télé. Alors, j'avais donné 2 exercices, enfin 5 développements limités et un exercice à chercher pour aujourd'hui. Je vais le corriger, que vous avez donc, sur Prépa Bellevue. Et après, vous en avez 6 de plus développement limité à chercher pour cet après-midi. À 14h30, je vous retrouve pour vous faire commenter un peu ce corrigé. Il est déjà le corrigé des exercices à faire pour cet après-midi. Mais je commenterai à 14h30. Mais je suis là de 13h à 15h de toute façon. Même jusqu'à 17h, je suis là. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous n'hésitez pas. Hein. Voilà. Allez, pour l'instant, donc, je corrige les exercices pour aujourd'hui. Sur le développement limité. Voilà. Allez, développement limité. Tout ça est déjà, je les ai mis à 10h. Hein, sur Bon. Le premier exercice, c'est un exercice que vous pouvez quasiment faire avant, sauf que pour calculer des limites un peu délicates, il faut un développement limité. C'est une application du développement limité. Vous voyez, c'est un exercice plus de révision que il y a effectivement un moment où il y a un développement limité, mais c'est surtout un exercice de révision. Vous voyez, je vous donne une fonction compliquée, trigonométrique. Vous voyez, tout ça, tout le petit tas, ça se fait sans les développements limités. Et après, on commence à se poser pour les questions de limite, et même pour la dérivabilité, c'est des questions de limite. Et donc là, on va voir que c'est des limites qu'on ne savait pas calculer jusqu'ici, et que grâce au développement limité, on peut calculer maintenant. Hein, voilà. Alors, cette fonction. Allez, ensemble de définitions. Eh bien, le cosinus est défini partout. Il faut voir quand est-ce que ce truc-là est nul. Ah, c'est la révision de début septembre. Hein, résoudre cette équation. Il y a plusieurs méthodes. Moi, j'en ai montré qu'une. On aurait aussi pu faire cosinus de 2x égale cosinus x, cosinus a égale cosinus b, ça fait a égale b ou a égale moins b. Hein, ça aurait me donné exactement le même résultat, sauf que ça serait arrivé de façon un peu plus simple. Là, j'ai fait différemment. J'ai remplacé cosinus de x par 2 cosinus carré moins 1, ce qui me fait une équation du second degré, dont les racines... Alors, bon, je l'ai fait différemment. J'ai dit que 1 était racine évidente. Je factorise le polynôme ici. Là, il y a moins 1, donc là, il y a moins 1, là, il y a plus 1. Comme là, il y a un 2. Là, il y a un 2, voilà. J'ai fait comme ça, mais sinon, ça se fait avec une équation du second degré, ça. Hein. Donc, il y a moins 1,5 et 1 qui sont les deux racines. Cosinus x égale moins 1,5. Vous avez 2pi sur 3 et moins 2pi sur 3. Et cosinus x égale 1, vous avez 2 capitaux. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a 0, 2pi sur 3
4 pi sur 3, etc. Vous voyez, ça fait, sur le cercle trigonométrique, ça fait en fait le triangle des racines troisièmes de l'unité. Hein. Voilà. Les solutions, c'est le multiple de 2 pi sur 3. Alors, ouais, j'ai pas dit qu'on peut faire cosinus A égale cosinus. Si, j'ai dit qu'on pouvait faire cosinus A égale cosinus A avec cette formule-là. Bon, ceci. Bon. Allez, donc finalement, f est défini. Sur cet ensemble-là que l'on note D. Alors, voilà. Après, alors pour la parité, bon, alors c'est périodique de période de pi. C'est l'ensemble D est symétrique par rapport à 0. F de moins x égale f de x. Alors ça, c'est parce qu'il n'y a que des cosinus et que le cosinus est pair. Le cosinus est de pi périodique est pair, donc voilà. Bon, allez, donc elle est de pi périodique et elle est paire. Alors comme elle est de pi périodique, on peut restreindre à moins pi pi. Et puis comme elle est paire, on peut prendre que la partie positive. Donc finalement, il y a 0 pi auquel on enlève 0 et 2 pi sur 3. Voilà, donc il y a 0 et 2 pi sur 3 qui sont les points qui vont poser 0 et 2 pi sur 3. Voilà. Alors, lorsque x tend vers 2 pi sur 3, est-ce qu'elle est prolongeable par continuité? C'est la question suivante. Est-ce qu'elle est prolongeable par continuité, donc en 2 pi sur 3 et en 0? Et bien en 2 pi sur 3, là, il y a cosinus de 4 pi moins cosinus de 2 pi sur 4 pi sur 3 moins cosinus de 2 pi sur 3, ce qui fait moins 1,5 moins 1,5, ça fait 0. Alors qu'ici, il y a cosinus de 2 pi moins cosinus de 2 pi sur 3, ça ne fait pas 0. Donc elle tend vers plus ou moins l'infini en 2 pi sur 3, cette fonction. Donc elle n'est pas prolongeable par continuité. Elle tend vers plus ou moins l'infini en 2 pi sur 3, donc elle n'est pas prolongeable par continuité en 2 pi sur 3. Donc ce problème-là est réglé. F tend vers plus l'infini ou moins l'infini selon que les limites soient à gauche ou à droite. Donc elle n'est pas finie. Donc F n'est pas prolongeable par continuité. Donc le problème va être en 0. Alors en 0. Ça se ferait par les formules de trigonométrie, mais je le fais directement par développement limité parce qu'en fait c'est plus simple. Une fois qu'on maîtrise bien les développements limités, c'est quand même plus simple que d'appliquer des formules. Hein. Voilà. Alors évidemment, il faut savoir faire les développements limités. Hein. Bon. J'ai cosinus de 2x moins cosinus, non, cosinus 3x moins cosinus x sur cosinus 2x moins cosinus x. Alors, le développement limité du cosinus, il est ici à l'ordre 4. Pourquoi à l'ordre 4? Eh bien, voilà, parce que je voulais avoir un minimum de termes significatifs. Si j'avais fait l'ordre 6, ça aurait vraiment été trop. D'ailleurs, là, je crains que à l'ordre 4, ce soit un peu trop. Il risque de servir à rien, ce coefficient. Ça, c'est vraiment avec l'habitude, avec l'expérience qu'on commence à savoir quel ordre il faut faire. En général, on veut avoir 2 ou 3 termes. Donc là, on prend 3 termes par sécurité, mais 2 pourraient suffire. Très souvent, le premier terme va s'annuler. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le développement limité de cosinus de x. 1 moins x carré sur factoriel 2 plus x puissance 4 sur factoriel 4. Après, il y aurait moins x puissance 6 sur factoriel 6, etc. Donc, pour cosinus de 3x, je remplace le x par 3x, donc il fait 9x2. Et ici, j'ai 3 puissance 4, mais il y a un 3 qui se simplifie avec le 24. Donc, finalement, il va rester 3 puissance 3, et le 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc là, ça, c'est cosinus 3x. Là, c'est cosinus de 2x. Vous voyez, j'ai remplacé x par 2x. Donc là, j'ai 2 puissance 4, ce qui fait 16 sur 24. Je peux tout simplifier par 2 tiers. Voilà. Bon, je marque tout ça d'un coup. Si vous utilisez 2 étapes pour le faire, c'est pas grave. Hein. Pas de souci. Bon, toujours utile que ça se simplifie. Les 1. Et après, on fait des calculs. Donc, moins 9,5, moins 1,5, ça fait moins 8,5 qui est ici. Là, il y a vraiment des calculs. Voilà, il faut remettre tout ça sur 20. Lui, il faut le mettre sur 24. Ça fait 81. Moins 1, ce qui fait 80 sur 24. Ah bah, ça se divise par 8 et j'arrive au 10 tiers. Encore une fois, on n'hésite pas à faire les calculs sur le côté s'il le faut. Voilà, là, j'ai fait le même genre de calcul. Pour simplifier ça, la première chose, c'est de tout diviser par x carré. Lui, par exemple, il reste moins 4, 10 tiers de x carré, petit o de x carré. Et lui aussi, je le divise non seulement par x carré, celui-là, non seulement j'ai divisé par x carré, mais aussi par moins 3,5, ce qui revient à multiplier par moins 2 tiers en haut et en bas. Donc j'ai multiplié par moins 2 tiers en haut, j'ai multiplié par moins 2 tiers en bas. Quand vous multipliez ça par... Ah, c'est toujours assez calculatoire, hein, le développement limité. Là, j'ai multiplié par moins 2 tiers, et j'arrive à ça.
Bon, c'est un calcul à faire vous-même, hein. Savoir faire. Pourquoi je fais ça? Je veux un développement limité. Que je précise quand même. Ah oui, je veux un développement limité de ça pour avoir la limite. D'ailleurs, on pourrait déjà avoir la limite. Là, si on simplifie par x2, on aura déjà la limite en 0. Hein, mais en fait, je veux un développement limité. Je vais aller à un terme de plus pour la question d'après. Bon. Et donc, pour faire une division de développement limité, on se ramène toujours à 1 sur 1 moins u ou 1 sur 1 plus u. Toujours. Hein. Manque de pôle, en divisant par x carré, j'avais moins 3,5. Donc, il fallait que j'ai un 1. Donc, je multiplie par moins 2 tiers pour faire apparaître le 1 qui est là. Comme ça, le 1 sur 1 moins u, ça fait 1 plus u. 1 sur 1 moins u, c'est 1 plus u carré, plus u3, etc. Voilà. Le moins 2 tiers qui est là, je l'ai multiplié ici. Lui, donc ça me donne ça. Je développe tout ça. Donc il y a le 8 tiers. Le x carré va y avoir 8 tiers fois 5 douzièmes et moins 29e plus 1. Tout ça, c'est du calcul. Hein. Le 19e ici n'est pas arrivé d'un coup. Voilà. Bon, donc f de x égale ça. Et bien donc, non seulement ça nous donne la limite en 0, qui déjà n'était pas simple, mais en plus, on a le comportement. Hein, ça ressemble à une parabole ici. Ça veut dire qu'en 8 tiers, il y a un maximum et que, voilà, que la courbe est en dessous. Ça fait une parabole, elle est en dessous de ce maximum. Et la courbe est en dessous de ce maximum, hein, en 0. Donc c'est plus que la limite. Vous voyez, on a non seulement la limite, mais le comportement aux alentours. Voilà. Alors, donc je pose f de 2 capi égale 8 pi sur 3. Et pour le prolongement de f, alors je note toujours f, donc on demande s'il est dérivable. Alors, on pourrait dire que, en fait, le fait qu'il y ait un développement limité montre qu'elle est à l'ordre 1, puisqu'il y a un développement limité à l'ordre 2, alors par troncature, il y a un développement à l'ordre 1, et le coefficient à l'ordre 1, il vaut 0. Donc, vous pourrez directement dire que la dérivée est nulle. En fait, je le retrouve, je préfère, avec le taux d'accroissement. C'est immédiat, f de x moins f de 0. Vous voyez, le f de 0, c'est 8 tiers. Donc, f de x moins f de 0, il reste que ça, divisé par x, pof, ça fait moins 19e de x plus petit o de x. On en déduit que le taux d'accroissement tend vers 0 lorsqu'il tend vers 0, ce qui montre que f est dérivable en 0. Ouais, ça ne coûte pas grand-chose de recalculer le taux d'accroissement une fois qu'on a le développement limité. On peut, avec une belle faute d'orthographe, constater que le développement limité est trop précis, l'ordre 1 aurait suffi. Mais il permet d'ajouter que f présente un maximum x. Voilà pour cet exercice. Vous voyez, donc une application du développement limité. Si on a réussi à bien faire le développement limité, qui n'est pas des plus simples, hein, eh bien, on arrive à quelque chose qui nous donne non seulement la limite, mais en plus l'allure de la courbe. Voilà. Allez, je continue. Allez, donc après, il y avait donc 5 développements limités à calculer. Les voici. Bon, voilà, c'est de l'entraînement. Hein. Vraiment que vous sachiez faire des exercices de base. Alors, savoir faire, évidemment, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Celui-là est très simple. Hein. Je voulais vous montrer juste un exemple d'intégration. Ça, techniquement, ça va. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Ça utilise beaucoup de techniques. Et ça, il est beaucoup plus physique qu'il en a l'air, celui-là, en fait. Allez, je montre ça. Alors, la première fonction, arcsinus de 2x sur x à l'ordre 5. Alors, d'abord, comme on va diviser par x, il vous faut l'arcsinus à l'ordre 6. Comme ça, après, en divisant par x, on obtiendra l'ordre 5. Petit o de x6 divisé par x, ça fait petit o de x5. Ensuite, il nous faut, comme on veut un développement limité de l'arcsinus, il n'est pas au programme, il faut le retrouver à chaque fois avec la dérivée. Mais on va faire un développement limité de sa dérivée, et donc le développement limité de la dérivée, on va le calculer à l'ordre 5, comme ça, en intégrant, ça nous fera de l'ordre 6. Pour calculer le développement limité de l'arcsinus, on prend la dérivée que voici. On se rend compte que c'est de la forme 1 plus u puissance alpha. Alors vraiment, savoir faire arcsinus, arcosinus, ça se fait comme ça, toujours. Hein. Il est dans le cours d'ailleurs, cet exemple. Hein. Voilà. Donc, 1 plus u puissance alpha. Alors, je prends alpha égale moins 1,5 et u égale moins x carré. Donc, ici, déjà, ça fait plus 1,5. Ensuite, ici, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai alpha fois alpha moins 1 sur 2. Alpha fois alpha moins 1, ça fait moins 1,5 fois moins 3,5 sur 2. Ça nous fait plus 3 huitièmes. Et le u qui est au carré,
Donc le moins x2 au carré, ça fait qu'il n'y a plus de moins ici, moins par moins. Donc finalement, il y a un plus ici. Voilà. Et donc là, je l'ai fait à l'ordre 5. C'est pas la peine d'aller plus loin, parce que là, on est déjà à l'ordre 4. Donc j'intègre, ou je primitive. Intégrale de ça, c'est arcsinus. On n'oublie pas la constante, mais là, elle vaut 0, donc je le dis. Donc, primitive de 1, c'est x. Primitive de x2, c'est 3 sur 3. Donc on obtient ça. Et là, vous avez x5 sur 5 fois 3 huitièmes, donc 3 sur 40 fois x5. Voilà. Avec ça, vous avez arcsinus. Donc arcsinus de 2x. Là, vous mettez 2x, là, ça vous fait 8x3. Et là, ça vous fait 3 fois 2 puissance 5. Et bien 40, c'est 2 puissance 3 fois 5. Donc il y a un 2 puissance 3 qui est simplifié. Donc il va rester 3 fois 4, donc 12. Voilà. Donc là, j'ai l'arcsinus. Je divise par x. Et bien j'obtiens ce développement limité là. Voilà. Sur les calculatrices, je ne sais pas si ça marche. Bon, ça ne va pas marcher pour les calculatrices de collège, mais il y a la fonction Taylor. Hein. Taylor, T-Y-L-O-R, ça calcule un développement limité. Hein. Normalement, vous pouvez les vérifier sur vos calculatrices. C'est juste qu'il faut indiquer la fonction, le point où on calcule le développement limité et l'ordre que l'on souhaite. Voilà. Allez, voilà pour la première. Ensuite, la seconde. Alors ici, c'est une composée, il va y avoir une composition de développement limité. Quand vous avez une composition de développement limité, vous commencez toujours par ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement comme quand on calcule une fonction. Quand on calcule f rond g de x, on part de x, on applique g puis f. Donc là, c'est pareil. Développement limité de ça, eh bien, c'est une simple racine. Donc on fait 1 plus q à la puissance alpha. Donc le alpha, c'est 1 demi. Alpha fois alpha moins 1 sur 2, ça fait alpha 1 demi fois moins 1 demi sur 2. Et je n'ai pas besoin de calculer le suivant parce que ouais, c'est pas si simple de voir pourquoi je ne calcule pas l'ordre 3. Eh bien, c'est parce que ça va être multiplié par x. Alors, évidemment, des fois, on se trompe, on perd du temps, on a calculé un ordre de trop et après, il va disparaître. Mais là, comme je sais que je vais le multiplier par x et que je veux que de l'ordre 3, là, je prends que de l'ordre 2. Voilà. Voilà, donc 3x. Si vous avez 6 au carré sur 8, il y a 2 au carré qui se simplifie, donc il nous reste ça. On multiplie par x. Donc x plus 3x2 moins 9 demi de x3 plus petit o de x3. Et après, j'ai ln de 1 plus u. ln de 1 plus u, c'est u moins u carré sur 2, plus u3 sur 3, etc. u moins u carré sur 2, plus u3 sur 3, etc. Après, c'est un peu extra. Alors, le développement de tout ça, toujours un peu technique. Ici, il n'y a pas de problème. C'est les trois termes qui sont ici. Là, je dois le mettre au carré. Je rappelle, pour mettre au carré quelque chose où il y a plusieurs éléments, vous faites tous les carrés. Donc, ça au carré plus ça au carré plus ça au carré. Vous voyez, il y a a au carré plus b au carré plus c au carré. Et tous les doubles produits. Donc 2AB plus 2AC plus 2BC. Mais là, comme on veut que de l'ordre 3, il y a celui-là au carré. Ah, bah celui-là au carré, c'est l'ordre 4, ça dépasse. Et il n'y a que le premier double produit qui va faire 6x3. Hein, voilà. Et là, pareil, si vous prenez l'ordre 3, et ben, le premier terme, c'est x fois x fois x. Il n'y a que lui qui va être de l'ordre 3, le reste, ça dépasse. Voilà, donc x. 3 demi, 3 moins 1 demi, ça fait 5 demi. Là, il y a un peu de calcul. Il faut mettre tout sur 6. Hein, donc moins 27. 3 fois 6, 18, ce qui fait moins 27. Moins 18, donc moins 45. Et là, plus 2 sixièmes, donc moins 43 sixièmes. Voilà pour celui-là. Alors, Julia, pourquoi on ne prend pas U égale X? Ah, alors, je réponds d'abord à Julia. Pourquoi le 3 sur 40 s'est transformé en 12 cinquièmes dans l'exercice 4? Alors, le 3 sur 40. Lui, alors ce 3 sur 40, ça c'est arcsinus de X. Là, je fais arcsinus de 2X. Donc, le X, je le remplace par 2X. Bon, ça fait 2 puissance 5. Il y a 2 puissance 5, donc 3 fois 2 puissance 5, sachant que 40, c'est 5 fois 8, donc 5 fois 2 puissance 3.
on a 2 puissance 5 sur 2 puissance 3, donc il va rester 2 puissance 2. Voilà. Donc ça fait 3 fois 4 sur 5. Hein, on écrit tout en... On écrit tout en nombre premier. Là, c'est 3 fois 2 puissance 5 à cause du 2 qui est arrivé. Et ici, en bas, c'est 5 fois 2 puissance 3. Donc il y a les 2 puissance 3 qui simplifient. Donc il va nous rester 3 fois 2 puissance 2 sur 5. Voilà. Voilà. Ça justifie ça. Allez, ensuite, alors la question de Clément. Ah, voilà, ouais, tout à fait. Alors pourquoi tu me dis, et ça marcherait ce que tu dis, tu me dis pourquoi est-ce que là on ne prend pas ln de 1 plus u directement? Parce que si on prend ln de 1, si on prenait ln de 1 plus u ici, eh bien on pourrait faire avec le développement limité, ça fait ce truc-là, moins 1 demi de ce truc-là au carré, etc. Mais donc, il apparaîtrait le x racine de 1 plus 6, il apparaîtrait là au carré, il apparaîtrait là à la puissance 3. Et après, il faudrait en faire un développement limité, parce que ce ne serait pas un développement limité, il n'y aurait pas encore quelque chose de polynomial. Donc, ce truc-là, il faudrait marquer son développement limité, il faudrait le marquer là, il faudrait le marquer là, il faudrait le marquer là. Ça revient à le marquer 3 fois, en fait. C'est plus lourd, c'est plus lourd, c'est plus long, c'est tout. Ça marcherait. Hein, c'est-à-dire que tu mettrais ce truc-là au carré ici. Ah bah ça, c'est bien, parce que ça enlèverait la valeur absolue. Mais là, par exemple, tu aurais ce truc-là à la puissance 3. Bon, bah... Voilà, ça marcherait, je serais un peu plus long. Hein. En pratique, c'est toujours plus rapide quand vous faites un développement limité d'une composée de faire le développement limité de ce qui est à l'intérieur. En général, il peut toujours y avoir des exceptions, bien sûr, hein, mais en général, c'est le cas. Voilà, on commence toujours par faire le développement limité de ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui va le plus vite. Mais vous pouvez aussi le faire en commençant par l'extérieur, mais en général, c'est plus long parce que vous avez un développement limité à écrire 3 fois. Voilà. Hein. Mais ça marcherait, hein, ça marcherait de commencer par faire un développement limité là. Voilà. Allez. Allez, donc on arrive à ça. Allez, ensuite, alors on a F8. Alors F8, alors bon, il y a plusieurs méthodes pour celui-là. C'est pas facile d'en trouver une qui marche bien, qui se fasse facilement. Hein. Donc là, comment j'ai fait? J'ai commencé par écrire SH sur CH comme ça, de cette façon-là. Voilà. Alors, développement limité de l'exponentielle que voici. Alors là, je fais exponentielle moins x, il suffit de mettre un moins une fois sur 2, évidemment. Exponentielle, c'est des factoriels, tout ça. Là, on demande de l'ordre 5, hein, donc je suis obligé d'aller jusqu'à factoriel 5, hein, etc. Donc 1 sur 120. Voilà. Mais du coup, le SH, alors j'ai pas mis le sur 2 parce qu'il s'est simplifié. Hein. Il y avait exponentielle x moins exponentielle de moins x sur 2 divisé par exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, il s'est simplifié. Donc SHX, c'est celui-là moins celui-là. Donc tous les termes pairs vont disparaître. Donc il va rester 2x, 1 tiers ici, et là 2 sur 120, donc 1 sur 60. Et pour le cosinus, c'est la somme des deux, bah, il y a 2, là il y a x carré, là il y a 1 sur 2. Voilà, donc j'arrive à ça. Et là, c'est une division de développement limité. Donc je redis, c'était comme tout à l'heure, pour une division de développement limité, il faut toujours utiliser 1 sur 1 plus u. Donc je vais simplifier par 2 ici, diviser par 2 de chaque côté. Donc celui-là divisé par 2, et ben, on retombe là-dessus. Ça, en fait, c'est le développement limité du SH, hein, d'ailleurs. Et ça, c'est le développement limité du CH. Voilà, donc vous avez le développement limité du SH multiplié par 1 sur le développement limité du CH. Là, vous avez 1 sur 1 plus u, que je calcule ici. 1 moins u plus u carré. Le u3, on n'en a pas besoin parce que là, comme il y a du x carré, si on mettait la puissance 3, ça ferait du x puissance 6. Vous voyez, donc là, je vais que jusque-là. Voilà, bah c'est un peu laborieux, c'est du calcul. Hein. Ça, je le développe ici. Alors, en fait, quand je vais mettre ça au carré, il va y avoir le x puissance 4 ici. Vous voyez, lui, développé au carré, ça fait du x puissance 4. Et après, c'est le double produit, c'est du x puissance 6. Lui, c'est du x puissance 8. Donc, tout ça dépasse. Donc, il n'y aura que le double produit qui va faire x, non, que lui au carré qui va faire x4 sur 4. Et avec lui qui est sur 24, alors il faut dire que ça, x4 sur 4, c'est 6x4 sur 24 moins 1 sur 24. Donc, il nous reste 5 sur 24. Après, quand je fais le développement limité, le développement de tout ça, alors j'ai écrit x fois tout ce qui est là. Le voici. Ah non, c'est pas comme ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait dans quel ordre j'ai fait x. Alors, il y a x fois 1. Ensuite, il y a x fois. Non, mais je me suis trompé. Il y a une faute. Pardon. Oula, il y a une faute. Alors, le 120 qui est là.
x fois ça. Donc là, comme il y a un moins, donc ici, c'est un sixième. Voilà. Voilà, ici, il y a un sixième. Attendez, je corrige. Je corrige tout de suite. Voilà. Allez. Voilà, c'est un 6 ici. Hein, x fois 1. Alors, une fois celui-là. Ah non, j'ai fait un ordre bizarre. Bon, c'est pas grave. X fois 1. Ensuite, il y a moins 1 demi de x3 qui est ici. Ensuite, il y a 5 sur 24 fois x5 qui est ici. Ensuite, il y a moins 1 demi de x2 fois x qui est ici. Donc, qui est ici. Moins 1 demi de x2 fois celui-ci qui est ici, etc. Voilà. Donc, quand on développe, ça donne ça. Allez. Et après, donc là, le x qui est là. Les x3 qui s'additionnent, ça doit faire moins 1 tiers. Et là, il y a un petit peu de calcul. Alors, 120, c'est 12 fois 10, donc c'est 5 fois 24. Donc là, il y a plus 1, donc je mets tout sur 24. Je mets tout sur 24, non, sur 120, pardon. Là, il va y avoir 25, moins 10, plus 1. Donc 25 moins 10, 15, plus 1, 16. Et on arrive à 16 sur 120. On peut diviser par 4 deux fois, donc ça fait 4 sur 30. Et ensuite, on en par 2, ça fait 2 quinzièmes. Voilà, après simplification, on arrive à ça. Voilà, allez, c'est du calcul à faire dans votre coin, ça. Hein. Voilà, bah donc finalement, on a le développement limité de la tangente hyperbolique. On pourrait d'ailleurs dire que c'est le même que la tangente normale, sauf qu'il y a un moins au lieu du plus ici. Ça marche comme pour sinus et cosinus. Voilà. Allez, je continue. Alors, je continue avec le développement limité de cette fonction. Développement limité de cette fonction-là, eh bien, le théorème fondamental nous dit que, bon, on n'a pas revu encore, mais on l'a vu il y a longtemps. Ça, c'est une primitive de cette fonction-là. Donc, comme elle est continue, le théorème fondamental nous dit ça, c'est la primitive de cette fonction qui s'annule en 0. Or, cette fonction phi-là, cette fonction-là, c'est exponentielle, on sait faire. Ça fait 1 plus u plus u carré sur factoriel 2 plus u3 sur factoriel 3, etc. Donc, vous avez 1 plus u carré sur 2, et après, c'est plus la peine, puisqu'on veut que de l'ordre 5, puisque là, il nous faut de l'ordre 6. Et en primitive, on gagne un ordre. Hein, voilà, donc je fais ça à l'ordre 5, et j'intègre. Voilà, j'intègre. Et ben voilà. Alors, on le reverra, ce développement limité. On le verra très bientôt dans le cours de vendredi. Parce que ça, c'est la fonction, c'est la gaussienne, primitive de la gaussienne, on verra ça. Hein. Allez, je reparlerai de celui-ci. Mais voilà, il suffit de l'intégrer. Il suffit de voir que c'est une primitive. Voilà. Et enfin, pour répondre. Bon, alors, il suffit de bien le prendre, mais il n'est pas abominable du tout. Du tout, du tout. À l'ordre 5, arc tangente. Arc tangente, c'est une primitive à connaître. C'est u moins u3 sur 3 plus u5 sur 5 moins u7 sur 7. Et que les termes impairs. C'est des UN sur N, il n'y a pas de factoriel, et les signes alternes. Bon, faut connaître. Voilà, donc U, moins U3 sur 3, donc ce qui fait 8 sur 3, plus U5 sur 5, donc 2 puissance 5 sur 5. Et voici. Et ensuite, ah oui, alors on ne va pas s'amuser à faire un moins x fois divisé par 1 plus x, à faire le développement limité, puis appliquer le logarithme. Hein, l'astuce, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça. ln2, 1 plus x, le voici, x moins 1 demi de x plus 1 tiers moins 1 quart, etc., etc. Et quand on fait moins x, on remplace les x par des moins x. Donc attention, le ln de 1 moins x, il n'y a que des moins ici. Hein. Bon. Voilà, donc on fait celui-là moins celui-là. Alors j'ai mis moins, donc je dois mettre celui-là moins celui-là. Et donc, tiers, ça serait nul. Il reste que les termes impairs que voici. Bon, puis alors on fait un peu de calcul. X, là il y a 2 tiers, là il y a 2 cinquièmes. On doit tout mettre. Après, donc les 2x va s'annuler. Donc en fait, ça c'est une fonction qui est équivalente à moins 10 tiers de x3. Vous voyez cette fonction-là,
elle vaut 0, sa dérivée vaut 0, sa dérivée seconde vaut 0. En fait, cette fonction-là, eh bien, elle est équivalente à ça. Hein, le moins 8 tiers ici, moins 2 tiers, ça fait moins 10 tiers. Et là, le 32 cinquième moins 2 cinquièmes, ça fait 30 cinquièmes, ce qui fait qu'il y a 6 ici. Voilà. Allez, voilà pour se corriger. Alors, vous avez à faire cet après-midi. Alors, l'exercice suivant, c'est l'exercice 5. Donc, je vous fais faire maintenant des développements limités. Ici, la 1, la 3, la 2, la 6, la 7, la 12. Mais il y en aura d'autres à faire pour jeudi, à préparer. Mais pour aujourd'hui, donc ces développements limités que vous avez à faire cet après-midi, ce ne sont pas en zéro. Donc, la technique est toujours la même. On commence toujours. Ah non, non, bah, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Non, non. Il y a des rares cas où on peut faire Taylor-Young, mais c'est très rare. Il n'y a que cosinus et exponentielle, en fait, on fait Taylor-Young. Celle-ci, on l'a fait avec Taylor-Young, c'est mieux. Hein. Mais les suivantes, pardon, non, Taylor-Young, c'est rare, mais c'est que pour cosinus et exponentielle, les fonctions que vous connaissez bien. Bon, les suivantes, voilà. Il faut poser toujours h égale x moins 1. Voilà, le a, c'est moins 3. Donc ici, vous posez h égale x moins moins 3. Donc, ce qui fait que lorsque le x tend vers moins 3, le h tend vers 0. Et après, vous faites un développement limité ici. Vous voyez, toujours. Allez. Je vous laisse chercher ça cet après-midi. Évidemment, vous allez le corriger sous les yeux si vous voulez. Essayez au maximum de chercher tout seul. Et vers 14h30, je ferai un petit résumé. Enfin, je ferai une petite correction rapide comme je viens de faire. Hein, voilà. Bon. Allez, c'était un peu long aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage pour votre reprise. Et je vous dis donc à cet après-midi. Allez, au revoir.